Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais je me dis que c'est l'occasion. Comme vous êtes pas mal à avoir besoin d'occupation, je me dis que c'est l'occasion et c'est le genre de vidéo que j'aimerais beaucoup regarder en ce moment, des tops lectures de tous les temps. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes 25 meilleures lectures, en tout cas au niveau des romans de tous les temps. Alors ça n'a pas été forcément facile à faire, il y en a certains c'était assez évident, il y en a d'autres, il y a des livres qui datent de quand j'étais vraiment très jeune, j'ai un petit peu honte de vous les présenter, mais c'est quand même des livres qui m'ont marqué, que j'ai lu plusieurs fois et donc j'ai quand même envie de vous les présenter. Dans ce top, il y aura un petit peu de tout, c'est 25 livres, mais de tous les genres possibles et imaginables. Il y a peut-être certains genres qui ne sont pas représentés. C'était pas forcément facile de les classer, mais c'est vraiment histoire de que j'ai fait un classement. Avant toute chose, je voulais dire, si vous avez envie de faire cette vidéo, n'hésitez pas, ce serait vraiment chouette parce que ça permet à pas mal de gens qui ne savent pas trop quoi lire de trouver des idées lecture. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes réconfortantes, je sais qu'en ce moment on a peut-être besoin de lectures réconfortantes. Il y a des livres qui sont un petit peu glauques, mais bon, je pouvais pas vous montrer que des livres feel good, sinon il n'y en aurait que 2 dans la vidéo. Donc voilà, il y a un petit peu toutes sortes de genres. Mais si vous avez envie de faire cette vidéo, n'hésitez pas, moi je serais ravie de la voir. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder, ça donne des idées. Et pour ceux qui me disent, on peut pas de toute façon sortir acheter les livres, il y a encore des librairies qui font des livraisons à domicile. Il y a des librairies privées qui font des livraisons à domicile. Votre librairie, regardez sur internet si elle fait des livraisons, notamment Filigrane pour chez nous. Je sais qu'il y a les bibliothèques en ligne aussi qui prêtent des e-books, il me semble, j'ai entendu parler de ça. Et il y a forcément les romans e-book. Je vais tout de suite commencer avec le 25e livre qui est, alors, moment honte je pense de la vidéo, puisque c'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, quand j'étais dans une phase roman d'amour. J'étais folle de cette histoire, j'ai vu le film et je l'ai relu il y a quelques années et mon avis se confirme, j'aimais beaucoup. Alors si je le relisais, je pense cette année, je suis pas sûre honnêtement de l'aimer à ce point. On peut vraiment faire warning, moche couverture puisque il s'agit, regardez ça, c'est magnifique, Des oiseaux se cachent pour mourir, tome 1 et 2, et donc d'un roman, d'un périple que j'ai adoré. C'est cette histoire d'amour entre Maggie, je ne sais plus, et Ralph de Bricassart, ce prêtre qui est passionné par cette jeune Maggie, mais qui ne peut pas puisque c'est un prêtre. Entre autres de l'histoire d'amour, il y a vraiment toute une histoire familiale. Le début commence en 1915-1917 et on va passer toute l'enfance de Maggie, on va la voir grandir, adolescente, et son amour pour Ralph de Bricassart se développer. Et on va voir jusqu'à son vieil âge en fait. Je ne sais plus quel âge elle a à la fin, mais voilà. Moi c'est une saga que j'ai adorée, autant en film, alors c'est un film qui a très mal vieilli. Vraiment les effets de vieillissement justement des acteurs sont atroces, mais c'est romantique. Je sais pas, honnêtement, si à l'heure actuelle j'aimerais autant, mais j'ai tellement des bons souvenirs de cette saga que je devais la mettre dans mon top de tous les temps. En 24e position, je vais mettre aussi une petite saga que j'ai lue plein de fois étant ado. Alors je ne l'ai pas en ma possession parce que j'ai juste le tome 1 je pense, je ne sais pas où il est, mais ce sont des livres qu'on s'est prêtés entre copines et que j'ai pris à la bibliothèque. Il s'agit de 4 filles en jeans. Alors c'est une histoire que j'ai adorée. C'est du jeunesse, c'est Anne Bracharès qui a écrit ça. Et ça se passe pendant l'été, ce sont 4 amies qui vont essayer un jeans, qui n'ont pas forcément la même morphologie, mais elles essayent ce jeans et elles se rendent compte que elles savent toutes le mettre, donc c'est un jeans un petit peu magique. Bien sûr, le jeans, c'est un petit peu le fil conducteur entre ces jeunes filles, c'est pas vraiment le truc le plus important. Et pour la première fois, en fait, ces 4 jeunes filles vont se séparer pendant les vacances alors qu'elles avaient toujours passé tout leur moment ensemble. Et donc, leur premier été, ça s'appelle d'ailleurs le premier été, elles vont le passer séparées, elles vont s'envoyer le jeans de là où elles sont. Il y en a une qui travaille dans un supermarché, elle va faire une rencontre bouleversante avec une petite fille, c'est magnifique cette histoire. Il y en a une, elle vit très mal la séparation de ses parents. Il y en a une, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir en Grèce, on découvre le décor de la Grèce, c'est magnifique. Et la 4e, eh bien, je ne sais plus, Léna, oui, elle va faire un stage, non,
Bridget, pardon, elle veut faire un stage de sport, c'est une sportive aventureuse. Et... ouais, c'était très chouette. C'est quelque chose que j'ai relu et j'ai vraiment adoré. Et donc, je me devais de le mettre dans mes livres préférés de tous les temps. En 23e position, parce qu'il faut mettre des chiffres, j'aime bien avoir une certaine hiérarchie dans mes vidéos, je vais parler de Cushel de Jacqueline Carré. C'est un des premiers, je pense, livres de fantasy que j'ai lu. Et vous allez me dire, ça a commencé fort parce que c'est une bricasse. Alors moi, je n'ai pas lu la suite. Alors vous allez me dire, mais t'es folle du livre et t'as pas lu la suite. Oh, je sais pas, je suis passée à autre chose et puis je suis plus revenue dessus. Il s'agit de l'histoire de Phèdre de Launay. C'est très difficile à résumer parce que ça fait des années que je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu en 2014. C'est très difficile les romans de fantasy à résumer, alors quand tu l'as lu il y a 6 ans c'est encore plus pénible, mais je sais que l'histoire était passionnante, on découvrait vraiment toute l'histoire de ce personnage, c'était très approfondi, on avait des personnages passionnants, on met un petit peu de temps avant de rentrer dedans comme pas mal de livres de fantasy, ça prend un petit peu de temps mais c'est normal, hein, il faut mettre une base sur cet univers, c'est pas de la fantasy jeunesse, c'est vraiment de la fantasy adulte hein, pour le coup. En tout cas c'était vraiment passionnant, un de mes premiers livres fantasy qui m'a fait dire j'ai très envie de lire d'autres livres de fantasy. En 22e position, je n'ai aucune honte de citer Le Journal d'une princesse, puisque oui, j'ai eu pendant mon adolescence toute une phase où je lisais Le Journal d'une princesse, je les ai lus beaucoup de fois, tous les tomes. Je me souviens que j'en avais acheté à la foire du livre, enfin bref, j'adorais cette histoire, j'ai regardé le film que j'aimais beaucoup et j'aime bien ce format journal intime qui permet de dire tant de choses avec beaucoup d'impertinence. J'ai vraiment adoré. Une petite histoire d'amour en plus de ça dedans qui m'avait bien plu à l'époque. Une jeune fille qui n'est pas bien dans sa peau, qui va à l'école, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui est amoureuse de la star du lycée. C'est un peu le truc qui fait lever les yeux au ciel. Hein, mais bon, voilà. Un jour, elle découvre que son père, en fait, est roi. Je pense, hein, oui. Son père est roi d'un royaume lointain et qu'elle est princesse, donc on découvre et donc il va y avoir une métamorphose, une transformation. On va voir comment sa vie sociale va être transformée parce qu'elle est toujours obligée d'aller à l'école, mais elle va être formée à être princesse, elle va rencontrer sa grand-mère qu'elle ne connaît pas, une femme un peu spéciale. Et moi j'ai adoré cette saga quand j'étais plus jeune et je pense honnêtement si je le relisais maintenant, je pense que j'aimerais beaucoup. En 21e position, je vais vous parler du premier livre dystopique que j'ai lu. Alors peut-être que j'en ai lu auparavant, mais c'était pas encore la mode. Mais j'ai lu Delirium, le tome 1 de Lauren Oliver. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On est dans un monde où il est interdit d'aimer. Donc l'amour est considéré comme une maladie. Ça fait un peu cliché, hein, le résumé. Et à 18 ans, donc tous les jeunes sont soumis au protocole et subissent une opération du cerveau. Et donc on va suivre l'histoire de Lena qui va avoir 18 ans et qui est prête à subir cette opération et on va voir ce qui va se passer forcément. Comme dans toute histoire dystopique et surtout young adulte, hein, on a cette jeune fille qui va se rendre compte des limites du système mis en place et c'est toujours aussi passionnant. Alors c'est le premier que j'ai lu de ce genre, donc c'est vrai que pour moi c'était une vraie découverte, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Comme dans beaucoup de dystopies, il y a un schéma assez récurrent. Alors au début je n'ai pas forcément remarqué, j'en ai lu 1, 2, puis 3, puis 4, puis 5 et je me suis rendu compte que quand tu lisais beaucoup de dystopies c'est un peu toujours la même chose. Donc on met en place, on parle d'un système qui a l'air absolument
absolument génial, et puis on se rend compte que ce système a des limites, et donc en général tu vas plutôt te mettre du côté de ceux qui se révoltent, et tu te rends compte que dans ceux qui se révoltent c'est pas parfait non plus, enfin c'est toujours un peu pareil. Et au niveau des petites romances c'est aussi toujours un peu pareil, mais en tout cas la première que j'ai vue j'avais beaucoup aimé. Il me semble que j'avais beaucoup aimé le style de Lauren Oliver, même si c'est une traduction, et je ne sais plus s'il s'agit d'une trilogie, mais en tout cas je n'ai pas lu le tome 3. En général dans les dystopies, je ne sais pas pourquoi, j'adore le tome 1, j'aime beaucoup le tome 2 et puis j'arrête. Je ne lis plus le tome 3. Alors ici je sais plus s'il y avait 2 ou 3 tomes, mais en tout cas j'ai lu 1 et 2, mais je retiens surtout le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Dans le même genre, en 20e position, je vais mettre Hunger Games parce que je l'ai découvert après Delirium. J'ai adoré cette lecture. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais j'ai fait une relecture il y a 2 ans d'Hunger Games. Et tome 1 et 2 en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les tomes 3. Et franchement, je trouve ce monde vraiment bien approfondi, ces personnages vraiment bien décrits, elle prend du temps pour décrire son univers. Alors oui, le triangle amoureux est barbant, mais franchement, c'était pas ça qui était essentiel dans la lecture, j'ai beaucoup aimé. Mon préféré reste le tome 2, je trouve ça vraiment très très chouette, d'ailleurs le deuxième film est chouette aussi. Ces jeunes qui sont envoyés pour se battre dans une arène, et il y en a un seul qui doit survivre, et on va suivre l'histoire de Katniss qui est envoyée dans l'arène, qui se porte volontaire puisque sa jeune sœur est sélectionnée. En 19e position, on va parler de Ligne de faille que je n'arrive pas à retrouver, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Il s'agit d'un roman de Nancy Houston qui se passe sur 4 générations, et ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on va suivre non pas les générations dans un ordre chronologique, mais plutôt de la fin au début quoi. Donc on va suivre un petit garçon, puis on va suivre sa maman ou son papa, je ne sais plus, et on va monter un petit peu comme ça dans la généalogie de la famille, et c'est ça qui est tout simplement passionnant. J'avais trouvé cette narration assez dingue parce qu'on avait des révélations de choses qu'on savait déjà, mais avec une autre voix, enfin, c'était vraiment très intéressant, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus, donc je ne peux pas le relire pour le moment. En 18e position, je voulais vous parler d'ailleurs d'une autrice que j'aime beaucoup. J'ai essayé de ne pas mettre plusieurs fois le même auteur dans le classement, comme ça varie un petit peu. Il s'agit de la saga Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. C'est une saga jeunesse, donc on retourne dans le jeunesse. Il y a le tome 2 Nos âmes rebelles et le tome 3 que je n'ai toujours pas lu. Allez savoir pourquoi. Alors c'est une saga que j'ai lue 2 fois et les 2 fois j'ai vraiment adoré. On va suivre l'histoire de 2 jeunes filles qui se rencontrent sur internet. Sonia, c'est une jeune fille qui aime beaucoup écrire, et elle va rencontrer Lou qui adore dessiner, et toutes les deux elles vont créer un projet et on va voir leur vie de famille à toutes les deux. C'est vraiment des histoires assez simples de vie de tous les jours. Je pense que c'est en format journal intime à nouveau, c'est peut-être pour ça que j'aime autant. Et on va voir pas mal de sujets assez actuels sur les limites des relations sur internet, sur la beauté de certaines aussi, des très beaux échanges entre ces jeunes filles qui n'ont pas forcément la vie facile. Alors des histoires, c'est pas des histoires folles, c'est vraiment des histoires assez actuelles dans lesquelles on peut se retrouver en fait. Hein. Si vous êtes adolescente, vous pouvez très bien vous identifier à l'une ou à l'autre. Et franchement j'ai adoré, et du coup je relirai bien une 3e fois le tome 1 et 2, et je continuerai bien avec le 3 que j'ai acheté et que je n'ai pas lu. Je dois l'avoir acheté le jour de la sortie et ça fait 3 ans et je ne l'ai pas lu. J'aurais pu aussi citer Laura Kazicke dans mes très belles découvertes parce que c'est vrai que j'adore tout ce qu'elle fait, mais j'ai aucun livre qui a été un véritable coup de cœur. C'est vrai que je garde en tête Esprit d'hiver. Je pense que si je faisais une vidéo, mes auteurs préférés, elle serait largement dans le top 3 quoi, parce que j'adore ce qu'elle fait, mais il n'y a pas de livres qui sont véritablement des coups de cœur. Mais bon, je la cite en passant. En 17e position, je vais parler vite fait parce que je vous ai déjà rabâché avec cette histoire. Je vais vous parler de Feel Good de Thomas Gunzig que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté à mon papa. Et j'ai adoré ce livre, je vous ai fait toute une vidéo que je vous mets en barre d'informations, un livre cynique, une histoire feel good comme son nom l'indique, mais avec pas mal de critiques de la société, avec des personnages bien gratinés. En 16e position, j'avais envie de mettre les romans de Matthew Menego, alors je précise... Un fils parfait, et Je me suis tue, pas le dernier qui est sorti que je n'ai pas aimé, puisque ce sont des livres très forts, assez courts, qui parlent de sujets... je sais même pas si je peux dire les sujets parce qu'il me semble que ce sont plutôt des révélations dans l'histoire, donc je pense que ça ne sert à rien que je vous en parle, mais il dénonce à chaque fois quelque chose de très fort dans ses livres et je trouve qu'il fait ça vraiment très bien. C'est juste que dans le dernier, Disparaître, je n'ai pas du tout aimé.
Et donc je me suis tue, c'est avec ce livre que j'ai découvert l'auteur et j'ai tellement adoré que j'ai acheté le suivant, Un fils parfait, le jour de sa sortie, que je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé si j'ose dire parce que c'est d'après une histoire vraie aussi et c'est assez trash quand même comme histoire. Alors là ça va pas forcément vous réconforter en période de confinement mais bon il y en a qui aiment encore, hein, c'est des histoires assez glauques. En 15e position je voulais vous parler du Poison écarlate de Maria V. Snyder. Il s'agit d'un livre de fantasy. Plutôt, alors je sais pas comment le catégoriser, ce n'est pas de la fantasy aussi complète que Cuchiel par exemple. Au niveau de l'univers, je trouve que c'est beaucoup moins complet, mais c'est palpitant, c'est passionnant. Le deuxième tome, je sais qu'il existe, je l'ai même en e-book, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, je n'ai pas envie de le lire, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, dès qu'on le finit, on a super envie de le lire, et je crois que quand je l'ai terminé, il n'était pas encore sorti, donc... voilà, je me souviens que j'étais hyper frustrée à la fin et qu'au final, bah, t'attends et puis t'as plus envie de lire le tome 2 quoi. Donc je pense que le jour où je lirai le tome 2, c'est quand je relirai le tome 1. Il s'agit de l'histoire d'Elena qui va se faire exécuter dans son univers, je ne sais plus quoi, comment, les Géoldixia. Voilà, ça va pas vous parler plus que ça. Au moment de son exécution, elle va se faire engager. En fait, on va lui dire soit tu es exécutée, soit tu vas être engagée en tant que testeuse. Et en tant que testeuse, on dirait testeuse de produits sur YouTube, non pas du tout, en tant que goûteuse plutôt. Elle va être engagée en tant que goûteuse, justement, elle va travailler pour un certain valet et qui va lui proposer voilà, de travailler à son service et donc de goûter tous ses plats. Et pour être sûre qu'elle ne s'enfuit pas, évidemment, parce que elle est quand même condamnée à être tuée. Pour être sûre qu'elle ne s'enfuit pas, il va lui donner une dose de poison dont lui seul a l'antidote. Et donc c'est une manière de la garder à ses côtés et j'ai trouvé ça passionnant comme histoire, vraiment j'ai adoré. Je sais qu'il y a des moments où j'ai beaucoup ri. Il y a longtemps que j'ai vu ça mais je me souviens que j'ai bien ri avec cette histoire, que c'était passionnant. Il y a une petite romance là et c'est le genre de romance que j'aime beaucoup parce que c'est pas le truc qui est au premier plan de l'histoire mais tu vois qu'il y a quand même une petite tension là érotique entre les personnages mais toute petite, mais tu la sens quand tu es attentif à ça et puis quand ça se dévoile t'es là ouais trop bien et voilà. En 14e position, on va mettre Nos et moi de Delphine de Vigan, qui est une histoire très belle, un très court livre que j'ai d'ailleurs prêté à ma maman qui a adoré également. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a, je ne sais pas, 13-14 ans, peut-être un peu plus, et qui va rencontrer une jeune sans domicile fixe et entre elles va se lier une relation d'amitié. Et je pense que notre héroïne va demander à ses parents d'accueillir cette jeune sans domicile fixe. C'est une histoire très touchante qui m'a fait découvrir la plume de Delphine de Vigan, plume que je trouve extrêmement sensible. C'était un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert. Je pense qu'il s'agit du premier livre chroniqué sur mon blog en 2014 et c'était une histoire puissante pourtant très courte mais vraiment très touchante et du coup par après j'avais découvert son autre roman à Delphine de Vigan qui est le fameux dont j'ai oublié le nom. Alors, en 13e position, j'ai envie de vous parler de Gabriel Katz, puisque là, il y a 2 ans, peut-être, j'ai découvert Gabriel Katz avec Aeternia, que j'ai vraiment adoré. Et puis, j'ai découvert Le Puits des Mémoires. J'ai tout lu de Gabriel Katz. Mais ce que je préfère c'est du coup le premier que j'ai découvert puisque c'est grâce à ce livre que je l'ai découvert, Aeternia, en 2 tomes. Et puis Le Puits des Mémoires et particulièrement le tome 2 du Puits des Mémoires qui est super drôle, qui est génial. Alors ce qui est particulier avec Gabriel Katz, c'est qu'il nous met un univers de fantasy dans lequel il n'y a pas tant de magie que ça. C'est un univers un petit peu médiéval, on ne sait pas trop quand ça se passe, mais en tout cas c'est un univers inventé. Il y a un petit peu de magie mais c'est pas non plus au cœur du sujet. Ce qui est marrant c'est qu'il y a souvent des histoires de gladiateurs, c'est très drôle, il y a énormément de testostérone dans ces livres, les femmes sont pas hyper bien représentées dans ces livres à part dans La Maîtresse de guerre. Ce que j'aime beaucoup avec l'univers de Gabriel Katz, donc c'est que dans cet univers il arrive à mettre énormément de modernité, ne fût-ce que dans le vocabulaire des personnages. Il y en a de temps en temps qui vont avoir un vocabulaire un petit peu cru, mais de manière très moderne en fait. Je trouve ça super drôle. C'est de la fantasy du coup très accessible, c'est ça que j'aime beaucoup, même si j'aime de la fantasy un petit peu plus approfondie au niveau des détails, etc. Ici c'est très accessible et je pense que c'est génial pour découvrir la fantasy, ceux qui ne connaissent pas. C'est drôle, c'est piquant, l'humour de l'auteur est vraiment
vraiment génial, tu sens beaucoup de deuxième degré dans ce qu'il écrit, tu sens qu'il s'est vraiment marré en écrivant son livre et c'est ce que j'aime beaucoup. Et petit coup de cœur pour Le Puits des Mémoires, le tome 2 qui m'a fait bien rire. Il y a des petits retournements de situation, alors qu'on peut deviner, mais en soi c'est pas très grave. Pour la fantasy, ça me dérange pas tant de deviner les retournements de situation. C'est pas une littérature hyper descriptive, mais c'est tout simplement palpitant. Et j'attends la suite du... comment ça s'appelle ? Le Serment de l'Orage qui arrive normalement en avril si tout va bien. En 12e position, j'avais envie de vous parler de Manger dans ta main de Sophie Carquin. Je vous en ai énormément parlé également sur la chaîne. Il s'agit de l'histoire de Louisa qui va adopter un petit cochon pour, quand il sera plus grand, pour le manger. Mais il se fait qu'elle s'attache à ce cochon. Et on va suivre l'histoire de la jeune Sandra qui, elle, est art thérapeute. Oui c'est ça, et elle va faire des thérapies surtout pour des jeunes qui ont des problèmes liés à la nourriture. Elle-même a souffert longuement d'anorexie. C'est une histoire très touchante avec pas mal de paradoxes puisqu'on parle de jeunes qui ont des problèmes de nourriture et on parle d'un cochon qu'on doit empiffrer pour le manger, donc c'est assez paradoxal comme histoire. C'est très beau, c'est un roman dont on a parlé mais nulle part. J'étais hyper frustrée, j'ai essayé de faire le maximum pour qu'on parle de ce livre, mais avec à l'époque mes 2000 petits abonnés, je savais pas faire grand chose, mais voilà, j'essaye d'en parler de plus en plus parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée. En 11e position, j'avais envie de vous parler de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Quand je l'ai lu, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est pourtant un livre qui m'est resté très longtemps en tête. J'ai complètement adoré. Déjà, j'adore Émile Zola. Je l'ai lu à un moment hyper adéquat. Je sais qu'à des moments où Zola, je peux pas lire, tout simplement. Et là, j'avais tellement envie de le lire et quand je l'ai lu, je l'ai complètement savouré. Ne fût-ce que tous les petits détails de la ruelle du début. C'était vraiment passionnant de parler de ces personnages poisseux, c'est vraiment la grâce humaine, hein. Et il y a des passages mais vraiment qui me sont restés en tête, ne fût-ce que ce début, cette description de cette ruelle, le passage avec la morgue quand on doit découvrir les cadavres, hein, où tu sens vraiment l'odeur quand tu la lis. Vraiment, j'adore ce style d'écriture très descriptive, les romans naturalistes. Ensuite, en 10e position, on arrive au top 10. Hein. Il s'agit du Silence de la mer de Vercors. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai utilisé pour des photos dernièrement et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors, le Silence de la mer, plus exactement, c'est une nouvelle qui est dans un recueil de nouvelles. Je vous avoue que j'ai un peu oublié les autres nouvelles. Je pense que je les ai lues une ou deux fois, mais vraiment la nouvelle qui m'intéressait le plus, c'est le Silence de la mer. Je suis complètement amoureuse de cette nouvelle. Je peux pas trop vous en dire puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit 17 fois, d'une nouvelle. Ça se passe en France, dans un petit village sous l'occupation allemande. On va suivre l'histoire d'un oncle et de sa nièce qui vont être obligés d'accueillir un officier allemand. Forcément, ils sont pas très ravis d'accueillir cet officier, mais ils sont un petit peu obligés. Et en fait l'histoire est racontée par l'oncle dans le livre. Cette jeune fille est passionnée de musique. Il va y avoir une sorte de tension, une sorte d'attirance entre cette jeune fille et cet officier. Il y a énormément de passages très forts et c'est la musique qui va être utilisée plutôt que les paroles. C'est tout simplement magnifique. Je ne sais pas s'il y a véritablement des paroles qui vont se jouer entre les deux personnages, mais c'est vraiment la musique qui va tout faire. Le Silence de la mer, c'est sublime, c'est magnifique et le film est magnifique avec Galabru, j'ai adoré aussi, je l'ai vu plusieurs fois. Et de temps en temps, en fait, je confonds un petit peu puisque j'ai vu et lu la suite française de Irène Nemirovsky. Et donc le film qui a été fait avec notre cher ami belge, comment il s'appelle encore, que j'aime beaucoup, hein qui est très bon dans ses rôles silencieux. Allez, Mathias Schoenaerts, voilà. Mathias Schoenaerts qui joue l'officier. Et en fait, je trouve que suite française, ça ressemble énormément au Silence de la mer parce qu'il y a également le passage avec la musique. Du coup, de temps en temps, je confonds un petit peu les deux parce qu'il y a aussi quelqu'un qui joue du piano. Donc voilà,
J'aime bien ces histoires, enfin quand c'est bien écrit, c'est vraiment passionnant. En 9e position, j'avais envie de vous parler d'un livre, c'est En attendant Beau-Anglès ou Beaujongle, je ne sais pas, on va lire à la française, d'Olivier Bourdeau. C'est un énorme coup de cœur. Je remercierai jamais assez Laetitia qui me l'a fait découvrir un jour. Laetitia, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, m'a envoyé un message, m'a dit oh j'ai lu un livre qui était trop bien, je te le conseille. Je l'ai acheté vu que je suis un mouton et quand je l'ai lu, j'ai tellement aimé cette histoire. On va suivre l'histoire d'un petit garçon qui vit avec ses parents et on se rend compte assez vite que sa mère est folle. Hein. Et cette folie est décrite d'une manière tellement originale, tellement dingue, tellement loufoque que c'en est magnifique. Cette mère est folle, hein, mais le père ne va jamais parler de folie. En tout cas, la plupart du temps, il va jouer le jeu de la folie. Et donc la mère va dire des choses étranges, le père va répondre de manière tout à fait étrange. Et c'est ça qui était magnifique, c'est que cette folie est une normalité pour ce petit garçon. Il y a des passages sublimes hein, au niveau de l'écriture. En 8e position, il fallait que je vous le mette dans le top, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Mais quelle merveille ce livre! Alors c'est un livre qui est très lourd, hein. Je vous en ai déjà parlé, les livres Slatkin sont assez lourds. Alors le Gang des rêves, ça a été un énorme coup de cœur et ce qui est fou c'est que c'est mon premier partenariat avec Slatkin, mon premier livre que j'ai reçu chez eux. Et j'ai tellement aimé ce livre. En plus je suis hyper contente parce que je l'ai découvert vraiment très tôt. Avant qu'on en parle, la seule personne qui en avait parlé, et d'ailleurs qui a fait que je l'ai demandé, c'était Pauline de Pin Up People and Books. Et c'était la première à en avoir parlé et puis bah voilà, je l'ai lu, je l'ai adoré. Et puis il y a une espèce de folie sur ce livre parce qu'il est très bon. Et donc tout le monde l'a un peu découvert à gauche à droite, mais j'ai eu ce privilège un petit peu de lire en plus, je pense, avant sa sortie. Et le Gang des rêves, c'est toute une folle aventure. On va suivre l'histoire d'une Italienne au début du XXe siècle. Elle débarque donc d'Italie à New York avec son fils Christmas qu'il va avoir, je ne sais plus, je pense qu'il y a une scène terrible au début de viol, hein, il me semble. Donc voilà, accrochez-vous parce que dès le début c'est assez trash. Elle arrive donc à New York avec son fils Christmas. Et en fait l'histoire, ça va être véritablement plutôt l'histoire de Christmas. On va le voir grandir et Christmas, il est assez doué pour baratiner, hein, il est assez doué pour parler et c'est une folle aventure, c'est une fresque historique. En fait, quand je lisais le livre, il y avait un côté très cinématographique. Je m'en souviens, bon, il y a quelques années que je l'ai lu, mais j'ai des images très visuelles, avec l'impression d'avoir vu un film. C'est très bien fait à ce niveau-là. Justement, l'auteur, il me semble qu'il est scénariste. J'en suis pas sûre, mais ça ne m'étonnerait pas que l'auteur soit scénariste. Alors, il y a une petite romance dans l'histoire. Moi, c'est pas ce qui m'a plu le plus, mais l'histoire de la jeune fille dont on parle dans le livre est vraiment terrible, j'ai vraiment adoré. La fin est un petit peu rocambolesque, mais c'est toute une aventure que j'ai adorée. J'en garde un excellent souvenir. Boum. 7e position, il fallait que je vous parle également d'Elena de Jérémy Fell. La grosse claque que j'ai eue en lisant ce livre, que j'ai lu du coup. Après j'ai lu Les loups à leur porte, que j'ai adoré aussi, même si j'ai une préférence pour Elena. Elena, c'est un livre extrêmement noir qui va nous parler de 3 personnages. C'est l'histoire d'une jeune fille, Hailey, qui prépare un tournoi de golf. Et ce jour-là, elle va rompre avec son copain et elle va partir sur un coup de tête. Et il va lui arriver quelque chose. Ensuite, on va suivre l'histoire d'une jeune mère qui veut absolument que sa fille participe à un concours de mini-miss et on va voir qu'il y a un petit problème avec cette jeune femme, la manière dont elle voit sa fille m'a beaucoup dérangée, hein. Elle veut déjà de mettre sa fille dans un concours de mini-miss en soi, ça me dérange. Et on va suivre Tommy qui est complètement taré, hein. On le voit dès le début, il fait souffrir pas mal d'animaux, c'est un personnage très cruel. J'ai bien aimé rencontrer ce personnage assez atypique. Alors la force de ce roman, ce sont ses personnages. Il y a quelque chose de terrible avec ces personnages, très approfondis, très humains, même le plus dégueulasse entre eux, ils sont très humains. C'est une histoire d'une noirceur incroyable. Les liens se créent, les liens se tissent d'une manière ou d'une autre que je vous laisse découvrir, c'est vraiment très fort. Confirmation pour l'adoration que j'ai pour cet auteur avec Les loups à leur porte, puisque dans Les loups à leur porte, on suit plein de personnages et tout est passionnant. C'est vraiment passionnant.
tu suis plein de personnages, tu t'y perds tellement il y en a, mais à chaque fois qu'on en suit un, on est vraiment embarqué dedans, c'est vraiment... J'adore, et le jour où il sort un livre Jérémy Fell, je l'achète le jour de la sortie, j'attends à minuit devant la librairie. Voilà, parce que j'adore ce qu'il fait, c'était vraiment très très bon. Ensuite, en 6ème position, un de mes romans préférés, ben, c'est le but de la vidéo en soi, c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. C'est mon 2e roman de Michel Bussy, j'avais lu Un avion sans aile que j'avais pas plus aimé que ça. Et quand j'ai découvert Nymphéa Noire, oh mais quelle surprise! Déjà le petit village de Giverny que j'ai eu envie de découvrir après avoir lu ce livre. Quand j'ai regardé sur internet, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée d'aller à Giverny, c'est hyper touristique, mais en tout cas ça fait rêver ce paysage de Giverny, ce petit village très floral avec les peintures de Monet que j'aime beaucoup. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que ça se passe dans ce petit village. Il y a ce côté très confiné, le mot à placer absolument dans la vidéo, très confiné de ce petit village, puisque tous les gens se connaissent et ils ont tous une histoire les uns avec les autres, et on a ce côté artistique avec les peintures de Monet. On est à ce côté, et surtout ce qu'il y a avec Nymphéa Noire de Michel Bussy, c'est cette fin extraordinaire. Alors je sais, je n'aime pas quand les gens disent ah la fin est géniale, extraordinaire, moi je tombe toujours de haut, mais là vraiment, elle est vraiment top. Franchement, c'est du haut niveau. Ensuite, on arrive au top 5. Oui, on va parler du top 5 de mes meilleures lectures de tous les temps, le niveau, la high level. Alors, je ne vous ai toujours pas parlé d'un auteur, il s'agit de Franck Thillier. J'ai découvert Franck Thillier avec Deuil de miel. C'était une enquête de Lucie Hennebel que j'ai adorée, et c'est ça qui a fait que j'ai voulu découvrir d'autres livres de l'auteur, ce qui était très rare au moment où je lisais. À l'époque où je l'ai découvert, je lisais des livres d'auteurs et je cherchais pas forcément à en lire d'autres des auteurs. Quand j'ai découvert Deuil de miel, j'avais été tellement bluffée par la fin que j'ai eu envie d'en lire d'autres. Et du coup j'ai découvert tous ces livres, j'ai tout lu, quasiment tout lu. Et dans mes préférés, il y a inévitablement le Syndrome E que je vous présente à chaque fois, qui est le début d'une sorte de saga, puisque c'est le début de la confrontation entre Lucie et Charcot. Mon avis n'est pas hyper objectif, puisque ça fait des années que je lis Franck Thillier. Il y a certainement des choses dérangeantes dans ses livres, mais il n'y a rien à faire, ses enquêtes sont passionnantes, sont complètes, on apprend toujours quelque chose. Et si on parlait de génétique, l'histoire d'un film qui rend aveugle, le Syndrome E était vraiment génial. Gattaca, je pense plutôt que c'est dans Gattaca qu'il y a une histoire de singe et de génétique. Le lien entre 11 psychopathes gauchers et l'homme de Cro-Magnon, oui, à mon avis ça doit être là-dedans. Ils sont vraiment très 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 bons. Et je ne peux pas m'en empêcher, c'est assez violent à cette occasion, mais je ne peux pas m'empêcher de vous présenter Pandémia. Il faut savoir que j'ai une fascination pour les livres et les films, et je parle vraiment en littérature, pour tout ce qui concerne les trucs un peu fin du monde, quoi. Les épidémies, tout ça, quoi. Les zombies, enfin voilà. Je parle bien en littérature, vraiment. Et donc Pandémia, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré parce que c'était tellement bien fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous le présenter maintenant, mais j'ai très envie de le relire. C'est peut-être pas le moment, hein, j'en suis bien consciente, mais j'ai adoré Pandémia, quoi. En 4ème position, un auteur également que j'ai découvert il y a 3-4 ans. Il s'agit de Stefan Zweig, je ne sais pas dire le bon accent, mais bon, voilà, c'est plus ou moins ça. Donc Stefan Zweig, hein, on va dire. 24 heures de la vie d'une femme. Mon énorme coup de cœur pour ce livre, cette découverte de cet auteur. Qu'est-ce que j'ai aimé
Depuis j'en ai lu quelques-uns, Lettre d'une inconnue qui pourrait être aussi dans le top, que j'ai vraiment adoré, mais ma découverte ça a été vraiment 24 heures dans la vie d'une femme. J'ai adoré sa plume, c'était tellement beau, j'ai souligné dans le livre, hein, c'est pour dire. Notre héros va rencontrer une femme dans un hôtel, une femme qui va lui raconter, donc souvent chez Stephen Zweig c'est beaucoup de discours rapportés. Il va rencontrer cette femme un petit peu rejetée, hein. On est un peu scandalisé par son comportement puisqu'elle va partir avec un homme qu'elle n'a vu pourtant qu'une fois alors qu'elle est déjà mariée. Et donc notre héros va retransmettre ce discours et c'était très fort. D'ailleurs je le relirai volontiers, je vais le mettre sur le côté parce que j'ai très envie de le relire. Et oui, c'était très fort, j'ai adoré la plume, j'ai adoré et même dans son théâtre il arrive à me passionner alors que je suis pas fan de théâtre écrit. Je préfère aller au théâtre. En troisième position, il faut absolument que je vous parle de Louise Tremblay Décembre avec la saga Les Sœurs des Blois, puisque j'ai adoré le tome 1 qui est Charlotte, le tome 2 qui est Émilie, le tome 3 qui est Anne et un peu moins le tome 4 qui est le demi-frère. Je les ai relus déjà plusieurs fois. C'est une saga familiale dont je vous ai énormément parlé, une saga familiale qui entre assez loin dans la psychologie des personnages. On a un univers assez brumeux quand même. On va suivre une mère hypocondriaque qui est complètement toxique pour sa famille. On va suivre le père qui a des petits penchants pour une jeune fille du voisinage. On va suivre le personnage de Charlotte qui doit vivre dans cette ambiance poisseuse, hein, de cette famille, de cette mère hyper couveuse. Charlotte qui a un caractère bien trempé, qui se fait pas avoir par sa mère. On va voir vraiment sous son œil l'éducation de la petite Émilie qui elle aussi a pas mal de problèmes de santé. Sa mère va un petit peu lui transmettre ce côté hypocondriaque. C'est très fort comme histoire, c'est avec un côté québécois, saga familiale québécoise avec l'écriture qui est vraiment agréable. Il faut aimer les romans un peu psychologiques, mais moi j'aime beaucoup, c'est très bien fait, c'est pas du tout rébarbatif, c'est vraiment passionnant. En deuxième position, mais j'en ai toujours pas parlé donc il était temps, hein. Raison obscure d'Amélie Antoine que j'ai également prêté. Il s'agit d'un roman qui m'a bouleversée l'année dernière, en 2019. Il fallait que je vous en parle. Amélie Antoine a parlé d'un sujet assez important dans notre société que je ne peux pas dévoiler parce que c'est un petit peu la révélation qu'on découvre au milieu de l'histoire, il me semble. Et elle a fait ça d'une manière extrêmement habile puisqu'on nous a fait une sorte de thriller, mais un thriller on n'attend pas la fin pour avoir la révélation mais vraiment le milieu. Du coup, on a une frustration pendant la moitié du livre, mais après, on a l'explication, ce qui rend le livre vraiment très réaliste. C'est une histoire, donc un drame psychologique, un thriller psychologique domestique qui est très bien fait, avec beaucoup de sensibilité, de manière très réaliste. Pour connaître bien le sujet, je peux vous dire que c'est réaliste. J'ai trouvé ça très judicieux de le présenter comme ça parce qu'il y a le côté on veut savoir de quoi on parle et quand on sait de quoi on parle, eh bien on a quand même envie de savoir la suite parce qu'on est très attaché au personnage et c'était vraiment superbement bien fait. Et en première position, eh bien inévitablement, comme la plupart des livres, bien, il s'agit d'Harry Potter 5, hein, puisque, voilà, je vais pas en parler pendant 3 heures, mais Harry Potter, ça a été vraiment la saga de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie. Et donc le 5, pour moi, est le meilleur, parce qu'il est passionnant, parce qu'il est drôle, parce qu'il est fort, il est émouvant. Dernièrement, là je viens de finir le 6 et c'est vrai qu'à l'époque je l'aimais moins. Et en fait j'ai tellement adoré le 6 que j'ai eu un petit doute par rapport au 5, si je pouvais pas mettre plutôt le 6, mais non. Vraiment, le 5, il y a les marécages de Fred et George, rien que pour ça je le mets en première position. Rien à dire, c'est toute ma vie, donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce top 25 qui a quand même duré 3/4 d'heure, peut-être. J'espère qu'il vous aura plu, que vous pourrez peut-être vous procurer l'un de ces livres. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y en a certains pour lesquels vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations. Mais bon, il y en avait 25, donc je n'allais pas non plus parler 10 minutes par livre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bien sûr beaucoup de courage pour les jours qui arrivent. À bientôt, ciao!